Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique à Bengourou, Bouaké, Daloa, Korogo, Man, Abidjan, pour ne citer que ces quelques villes ivoiriennes ont été le théâtre ces derniers jours de vives tensions. Alors, quelle est la cause véritable de cette tension que vit la Côte d'Ivoire? Comment comprendre les mutineries qui ne cessent de se répéter dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest? Pour en parler, trois invités. Avec moi, Georges Aka. Vous êtes le secrétaire national donc, du FPI. Vous êtes plutôt proche de Afin Guesson. Merci, Georges Aka, d'avoir accepté notre invitation. Je peux ajouter secrétaire national chargé des représentations du FPI en Europe. Secrétaire national chargé des représentations du FPI en Europe. Merci. Merci, Georges Aka, d'avoir accepté notre invitation. Dr Diaby Moussa Kader, vous êtes le représentant Europe de la Convention des organisations de la société civile ivoirienne. Merci, M. Kader, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Brice Nzamba, il est avocat, mais il est aussi analyste politique d'une certaine manière. Il connaît très bien la politique de plusieurs pays du continent. Merci, Brice Nzamba, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Richard, et bonjour à nos téléspectateurs. On ira jusqu'au bout, on ne baissera pas les armes. Nous sommes les 8500 qui ont porté Alassane Ouattara au pouvoir. On ne veut pas le faire partir, mais il doit tenir sa promesse, déclarait ce lundi un porte-parole des mutins au camp du 3e bataillon d'infanterie de Bouaké. Mais qui sont ces mutins et comment comprendre leur grogne qui n'en finit plus? Avant d'en parler, mesdames et messieurs, avec mes invités, je vous propose d'écouter le président Alassane Ouattara. Il est à la fois affecté et préoccupé par ce qui se passe dans son pays, la Côte d'Ivoire. Pendant plusieurs semaines, j'ai gardé le silence pour mûrir ce que j'ai vécu et pour savoir ce qui s'était réellement passé. Et je peux vous dire que j'ai été blessé. Mais ceci étant, le rôle du chef de l'État, du père de la nation, c'est d'être à l'écoute de tous les Ivoiriens et de faire en sorte de les comprendre et de tout faire pour amener la Côte d'Ivoire à consolider la paix. Voyez-vous, ces événements ont été douloureux. Les Ivoiriens ont été effrayés pendant cette période. Et la stabilité de la Côte d'Ivoire a été quelque peu mise à mal quand on lit la presse internationale. Mais moi, je n'ai jamais eu de doute, même quand j'étais à Accra, parce que je sais que vous, les jeunes, vous tenez à votre pays, compte tenu du combat que vous avez mené. Et je vous ai toujours fait confiance. Mais c'était un moment difficile. Alors, messieurs, la situation en Côte d'Ivoire est de plus en plus inquiétante. Le président Alpha Condé de la Guinée, président en exercice de l'Union africaine, dit suivre avec la plus grande attention la situation qui prévoit actuellement en Côte d'Ivoire. Il appelle les soldats à ne pas recourir à la violence et à rester dans la légalité, y compris lorsqu'ils expriment des revendications qu'ils considèrent légitimes. Marcel de Souza, il est le président de la commission de la CEDEAO. Il dit, quant à lui, regretter l'utilisation de la violence comme mode de revendication et demande aux mutins de recourir exclusivement aux voies pacifiques pour obtenir la satisfaction de leurs réclamations. On voit très bien, messieurs, que la situation en Côte d'Ivoire préoccupe la communauté internationale, en tout cas la communauté africaine. Alors que pensez-vous, monsieur Kader, de ces mutineries à répétition qui secouent votre pays, la Côte d'Ivoire? Merci pour votre invitation, M. Togboy. Vous savez, j'ai noté en fait dans votre présentation préliminaire tout à l'heure que vous parliez de situations de plus en plus inquiétantes. J'irai pas jusque-là. C'est assez pessimiste pour moi qui viens d'arriver d'Abidjan ce week-end d'ailleurs. Hein. J'ai passé un séjour de 10 jours à Abidjan et je crois dire que la situation est tout sauf inquiétante. Abidjan aujourd'hui, la vie est paisible et effectivement, il y a eu ces derniers jours un soulèvement, un mécontentement exprimé par les forces armées, mécontentement
certainement justifiée parce qu'il y a une prime qu'il revendique, revendication certainement normale. Mais voilà, ce que je déplore moi en tant qu'acteur de la société civile, ce sont les méthodes utilisées pour ces revendications. On déplore des morts et en tant que... Les méthodes utilisées par les militaires, dites-vous. Voilà, c'est tout. Mais sinon, la situation, oui, elle est... quand on voit... je peux comprendre que pour un pays qui sort de crise il y a à peine 6 ans, on peut utiliser ce type de vocabulaire, mais la réalité est que quand vous êtes à Abidjan, je pense que c'est un peu exagéré. Vous étiez à Abidjan ces 3 derniers jours. Exactement. J'ai été le week-end dernier. Voilà, le week-end, il y a 2 jours. Georges Aka, la situation est paisible dans votre pays, la Côte d'Ivoire, dis-tu. Peut-être aussi donne-t-on plus d'importance finalement qu'ils n'en ont pas les événements qui ont secoué votre pays, la Côte d'Ivoire, ces 3 derniers jours. Bon, écoutez, moi, je ne vais pas rester dans la politique de l'autruche et puis me cacher derrière. Mais allez-y. Je vais vous dire clairement, des hommes en armes qui tirent en l'air dans une société civilisée et démocratique pendant plus de 4 à 5 jours, où les populations sont terrées chez elles et il n'y a pas d'activité économique. Si ça, on appelle ça vivre paisiblement, à ce moment, on n'a pas la même définition de ce que c'est que vivre paisiblement. Mais au-delà de cela, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est vrai, ces mutins-là, au nombre de 8400, qui ont été intégrés à l'armée régulière après avoir porté au pouvoir M. Ouattara en 2010, ont eu des promesses de primes qu'ils appellent primes économiques, des primes de guerre. Après de âpres négociations, puisqu'on sait que la situation aujourd'hui des crises et les mutineries à répétition viennent du fait que, de façon générale, la Côte d'Ivoire elle-même, elle connaît un mécontentement et une grogne sociale. Donc, très rapidement. Ce sont des revendications que vous comprenez ou bien vous... Ah non, pas du tout. Aucune espèce de... Pas du tout. Je ne veux pas comprendre que des militaires qui entrent dans l'armée pour défendre leur patrie, pour défendre leur pays, réclament des primes de guerre. C'est des mercenaires alors. Donc si il y a un souci. Donc vous condamnez les mutineries. Par contre, je clarifie les choses. Ils ont eu une série de revendications. Il y a eu des revendications corporatistes qui ont été toutes satisfaites. Oui. Mais la revendication sur la prime de guerre... essentiellement pécuniaire. Elle est essentiellement pécuniaire. Et en plus, ils ont dit, dans une vidéo que vous avez certainement vue passer, c'est nous qui l'avons porté au pouvoir. Nous, on ne veut rien d'autre. On n'a pas affaire à lui, on veut notre argent. Alors, quand quelqu'un raisonne comme ça, il n'est plus militaire, il n'est plus patriote, il n'est plus pour une nation, il est mercenaire. Point barre. Président Nzamba, avant que je ne vienne à vous, la situation, effectivement, je précise quand même que dans la nuit du lundi à mardi, un accord semble avoir été trouvé. En tout cas, le calme est revenu dans la plupart des casernes du pays. Des revendications que vous pouvez comprendre, Brice Nzamba, très rapidement, s'il vous plaît. Écoutez, moi, je pense que ces revendications, pour les comprendre, il faut comprendre la genèse, c'est-à-dire que la source de ces revendications, puisque ces militaires estiment, et c'est ce qu'ils disent eux-mêmes, avoir contribué à l'effort de guerre qui a porté, qui a permis au président Ouattara de faire reconnaître son élection et donc d'être considéré comme le président légitime de la Côte d'Ivoire. À partir de ces moments, moi, je me dis qu'il se passe une rupture de confiance qui était basée sur une sorte de pacte qui ne disait pas son nom, entre ceux qui estiment avoir donné de leur sang et de leurs larmes pour porter le président Ouattara, en tout cas pour que son élection soit réalisée. De leur énergie, en tout cas. De leur énergie, voilà. Et ils estiment que cet effort leur donne des droits autres que ceux que la loi ivoirienne reconnaît aujourd'hui. Et sur ces points, moi, je dirais que je me mets plus dans la situation du président Ouattara. Parce que le président Ouattara, c'est le chef d'État ivoirien. Il a été élu. Et ceux qui ont porté de leur énergie l'ont fait pour que l'élection soit reconnue, l'élection du président Ouattara. Et cela ne leur donne pas de droits autres que l'élan patriote qui les a conduits à soutenir cette position. Et moi, je pense qu'il serait bien de revenir dans un cadre institutionnel du respect des lois et des institutions, et qui, ma foi, je pense qu'à force de donner gain de cause à des revendications de la sorte, aujourd'hui on demande ça, demain qu'est-ce qu'on va demander? Aujourd'hui on demande ça, demain qu'est-ce qu'on va demander? Dites-vous, M. Cadet, alors très rapidement, dites-nous, ils sont 8400
pratiquement à être concernés par ces primes de guerre. Vous qui semblez connaître très bien ce dossier, sur quels critères ont-ils été incorporés dans l'armée républicaine? Non, je ne laisserai pas... Non, mais écoutez, peu importe. Non, mais pas peu importe, écoutez-moi. Je ne laisserai pas dire ce que j'ai entendu en tant que... Je revendique encore une fois que je suis un acteur de terrain. Je ne sais pas depuis quand... Qu'est-ce que vous ne laisserez pas dire? Très rapidement. Je vais en parler. Vous avez vu que j'ai laissé écouter, j'ai pris le temps d'écouter vos deux invités. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas depuis quand Georges Aka n'a pas été en Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis à l'instant que j'en reviens. Et depuis les premières manifestations des militaires en janvier 2017, nos organisations sont rentrés en contact avec les populations, avec les militaires dans leur base, avec le gouvernement et avec les états-majors pour essayer d'enquêter sur le terrain pour voir ce qu'il en était. Et ce qui ressort, c'est tout le contraire de ce que je viens d'entendre. Qu'est-ce qui ressort? Ce qui ressort, c'est tout le contraire. Quand j'entends dire qu'il s'agit des primes de guerre, je dirais non. À quand remontent ces accords? Qu'il s'agit de promesses données? Mais non. Pour moi, selon les informations que j'ai vérifiées et diffusées sur toutes les chaînes de télévision et de radio, il est question que les 8400 personnes ou soldats dont il s'agit, il s'agit de soldats qui ont bénéficié en fait des accords de Ouaga qui ont été signés en 2007, donc sous le régime Gbagbo. Donc oui, je peux comprendre que Georges Aka, qui est partisan ou représentant du FPI ici en Europe... Vous êtes en train de nous expliquer, M. Cadet. Non, mais écoutez, je pense que... Vous êtes en train de nous expliquer que le président... Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de l'analyse. Je pense qu'il est important, quand on veut apporter une solution pérenne à une situation comme celle-ci, d'identifier la vraie cause et d'aller jusqu'au bout de l'analyse de la cause. Absolument. Voilà. Les accords de Ouaga en 2007, sous le régime du président Laurent Gbagbo, ont permis d'intégrer 5000 soldats, plus 3400... Ça n'empêche pas, M. Cadet. La promesse... Il faut qu'on avance très rapidement. Non, mais écoutez, on pose la base. On pose la base. Oui, permettez-moi. Allez-y. Il s'agit de promesses prises depuis 2007 sous le président Gbagbo. Il y a une continuité de l'État. Et le président Ouattara a fait sienne de ses promesses. L'État doit tenir les engagements dans le respect du principe de continuité de l'État. Absolument. Il y a eu une injustice qui nous a été remontée par les états-majors et par les soldats eux-mêmes, soit disant qu'il y a eu, en tout cas, des soldats de Gbagbo qui auraient touché des primes, des efforts, suite à ces accords de Ouaga entre 2007 et 2011, alors que ceux, sous le prétexte que le pays était non unifié, n'avaient pas touché ces primes-là. Monsieur Cadet, les mutins ne demandent pas, ne réclament pas les promesses de Laurent Gbagbo. Les mutins demandent une prime de l'État de Côte d'Ivoire. Tout à fait, on est d'accord. Le président de la République assure la continuité de l'État. Absolument. Il a pris ses responsabilités en janvier dernier. Un premier accord avait été trouvé qui a conduit en fait à une forme de stabilité. Il y a une résurgence. Vous êtes de la société civile, revenons à la question que je vous ai posée. Ces milliers de combattants, d'ex-combattants ou d'ex-éléments de la rébellion qui ont été incorporés dans l'armée, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on peut regretter? Ah mais non, on ne peut pas regretter. On peut pas regretter. Vous savez... Non. On peut se satisfaire aujourd'hui d'une armée où pour revendiquer on tire en l'air. Mais non, bien sûr que non. Mais on ne peut pas le regretter. Vous savez, c'est sur des bases. Ces soldats ont été... Il y a eu une étape de DDR qui avait été mise en place. Ces soldats ont été identifiés, clairement identifiés et réinsérés dans l'armée. Après cette étape de DDR, et que des promesses qui avaient été prises avant 2011 n'ont pas été tenues, il est important que ces promesses soient tenues, bien évidemment. Une première partie des primes avait été versée, et puis bon, on se rend compte qu'il y a encore des insatisfactions. Il appartient aux autorités publiques de répondre et de résoudre cette question-là, mais cela doit se faire. Cela doit se faire dans le respect des engagements pris et avec le respect de la continuité de l'État. Oui. Très rapidement, je voulais dire que bon, c'est bien beau. Hein, c'est une promesse de Laurent Gbagbo, dit-il. Et si aujourd'hui le président Alassane Ouattara est il a hérité des vestiges de la crise. C'est une confusion qu'il essaie de mettre dans l'esprit des gens. Il y a eu, sous le président Laurent Gbagbo, un programme de DR. Et tous ceux qui devaient être démobilisés, qui devaient justement bénéficier de ce processus-là, étaient recensés dans le DDR. Bon, si ceux-là qui sont rentrés après, donc qui ont porté M. Ouattara au pouvoir, qui sont rentrés après et qui ont intégré, donc qui viennent de FAFL, et qui ont intégré donc l'armée régulière qui est devenue FSI, ils l'ont bien dit et clairement
Nous réclamons 12 millions qu'il nous a promis. Voilà. Et ils l'ont dit officiellement à la télé partout. Donc pourquoi vous voulez nier le programme dont vous parlez, du DDR, c'est un programme que nous avons tous connu. Et qui était le gestionnaire de ce programme? C'était Don Alain, justement, qui est aujourd'hui ministre de la Défense de M. Ouattara. Et le DDR a échoué. Donc, je trouve particulièrement je pense que... Non, mais s'il vous plaît, ce n'est pas une question de... S'il vous plaît, on a compris votre point de vue. Si on suit les deux, au fond, il revenait tout simplement au président Alassane Ouattara de dire 12 millions de francs CFA, je ne peux pas vous payer cette somme. Voilà, en fait, il avait le choix finalement. Parfaitement. Moi, je ne suis pas ivoirien, mais je pense que le président Ouattara, c'est le commandement en chef de l'armée. C'est le chef suprême des armées. Le commandement, ça veut dire qu'il est investi d'une autorité sur la hiérarchie militaire. Donc, il appartient au président Ouattara de pouvoir établir le tempo à partir duquel, selon la trésorerie qu'il dispose, de prévoir quand il estime, dans le cadre de l'organisation générale... Comme il peut remettre en cause le montant, carrément. Comme il peut aussi, exactement. Il lui appartient, mais en restant juste et équitable. Mais on ne peut pas mettre un fusil sur la tempe du chef de l'État, qui est quand même le commandement en chef de l'armée, en lui disant, si on n'a pas l'argent, eh bien, on prend en otage le pays. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le véritable lieu de pouvoir en Côte d'Ivoire n'est peut-être plus au palais dans les institutions. C'est ça, c'est-à-dire que le risque, et c'est que notre ami ne voit pas, et qu'il dit que tout va bien, mais il faut voir ce qui est dans les germes. Parce que le mal, pour qu'il soit visible, encore faut-il voir les germes. Et les germes, précisément, c'est une question de discipline. Il appartient à la hiérarchie militaire de discipliner les troupes et de rendre compte au chef des armées, qui est le président Ouattara, pour que lui décide. Mais il ne peut pas décider sous influence et sous les coups de la rue. Tout à fait. Mais dites-nous très rapidement. Très rapidement. Avant qu'on avance, vous et Brice Nzaba, vous êtes congolais. Votre pays a connu une situation similaire, à peu de différence près dans les années 90, où finalement votre pays a fait le choix de ne pas incorporer n'importe qui dans l'armée française, dans l'armée nationale. C'est vrai qu'il y a eu des conséquences aujourd'hui avec les Nidia qui sont dans le pool, mais le choix a été fait. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a fait fi de l'idée que n'importe qui ne doit pas être incorporé dans une armée qui se veut républicaine? C'est-à-dire que le problème de la plupart des États africains aujourd'hui, c'est le problème de rendre l'armée républicaine. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de penser que quand on a eu des miliciens qui ont soutenu notre cause dans la course du pouvoir, et que ces miliciens sont des vrais garants de notre pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est l'État. C'est l'État. L'État est une continuité. Et donc, il faut plutôt former les gens. Je peux comprendre que des miliciens puissent être formés d'abord et qu'ils sortent de l'état d'esprit qui consiste à soutenir un clan, un parti. Mais pour cela, il faut une formation adaptée pour qu'ils comprennent qu'ils sont au service des institutions. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas ça, des miliciens, quoi qu'ils habillés avec des tenues de l'armée, dites républicaines, vont garder dans leur esprit qu'ils sont au service d'un pouvoir. Et à tout moment, ils vont estimer que ce pouvoir leur est rédévable et qu'ils peuvent donc faire le chantage à ces pouvoirs comme ils l'entendent. Et je pense que le vrai pari pour les démocraties africaines, c'est véritablement une armée formée au respect des institutions et pas au service d'un homme, et pas en disant que parce que nous, on a risqué notre vie pour tel pouvoir, on est les champions, on doit nous récompenser quand on veut, et s'il ne veut pas, on va dans la rue. Et c'est ça, c'est un problème. Effectivement, la grogne militaire a commencé en janvier 2017, mais quelle gestion en fait le gouvernement ivoirien? On en fait le décryptage dans la deuxième partie de notre émission, après une courte pause. À tout de suite.